Et yo tout le monde, c'est Maxigun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième, déjà la cinquième critique, le cinquième Fast and Furious, appelé Fast 5 en anglais, parce que oui, apparemment maintenant ça y est, on a mis Fast and Furious, maintenant le Furious a disparu, mais il a gagné un chiffre. Pourquoi pas. Les noms de cette saga, c'est quand même incroyable, hein. C'est un bordel sans nom, littéralement. Du coup, Fast and Furious 5, sorti en 2011, en avril 2011, avec toujours bien évidemment Vin Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, qui vont être là, avec un nouvel arrivant, Dwayne Johnson, The Rock, les enfants. Aïe 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 aïe, il est toujours aussi musculeux, toujours aussi beau, et avec des sourcils froncés toujours aussi goldés. Hein, c'est The Rock, hein, c'est Dwayne, hein, j'ai envie de te dire. Qui arrive en tant que Luke Hobbs, un nouveau personnage. Donc on va passer directement au résumé. Petite transition sympathique. Toretto s'est évadé de prison avant même d'y être rentré. Hein. C'est-à-dire qu'on reprend littéralement sur la scène de fin, sur le cliffhanger du 4, où du coup ils font s'évader de Dominique Toretto et vont s'enfuir au Brésil, où ils vont revoir Vince, personnage du tout premier film qui refait... Qui revient en fait du coup dans celui-ci. Toujours joué par le même acteur, j'ai plus son nom par contre. Qui a à peu près le même rôle qu'à l'époque. Hein. Il a juste un rôle un peu plus posé parce que en 2011, 2001, en 10 ans du coup. En 10 ans il a évolué, hein. Il a une famille, il a un enfant. Mais il fait toujours des petits coups, des petits braquages par-ci par-là. Et... ils vont se retrouver en conflit lors de ce braquage avec le plus gros trafiquant. Ah, c'est ça lui, hein, c'est un peu ces trafiquants. Enfin, un peu en gros, tout ce qui est illégal passe par lui. Et disons que quand il va s'amuser à à les séquestrer, ça devient une affaire personnelle. L'objectif du film, lui braquer toute sa thune. Voilà. Mais à côté de cela, vous allez avoir là, c'est le service de sécurité diplomatique. Je crois que c'est ça le nom. Une agence américaine qui envoie du coup, Hobbs, donc Dwayne Johnson, pour chasser Brian et Dominique, pour les ramener au pays, les juger et les emprisonner. Voilà pour le résumé. Côté scénario, ce film, comment je pourrais dire? C'est plus impressionnant. On va dire qu'en fait, toute l'idée, c'est le braquage, la mise en place du braquage et le plan, en fait, tout simplement, du braquage. C'est tellement tiré par les cheveux. En fait, c'est tellement gros, mais gros, quoi. C'est tellement gros que ça passe. C'est nanar. C'est con. Mais le film en est conscient en fait. Le film sait qu'il est un film d'action bourrin, littéralement comme on dit. Le film, tu prends ton cerveau, tu le poses et t'es là comme ça, tu regardes et puis tu admires en fait l'action. Il le sait, il en joue, mais il en joue très bien. Après, on va retrouver par exemple dans le scénario beaucoup plus présent le côté un peu famille de cette saga, notamment avec... une nouvelle bonne pour la famille va s'agrandir, hein. Je ne dis pas où, quand, comment la famille va s'agrandir. Et ça va aussi tourner en partie dans les relations entre les personnages par rapport à ça. Par contre, là où il y a un avantage, c'est le côté nostalgique. On revoit tout simplement tout le monde. Puisque quand vous voulez faire un braquage de ce niveau, il vous faut une équipe. Et là, c'est le grand chelem. Là, bon, on a Vince qui est déjà là, qui vient du premier film. On va avoir Roman et Tej qui vont revenir du second. On va avoir Han qui va arriver du troisième. Gal Gadot qui va putain, comment elle s'appelle? Giselle qui va arriver du quatrième, ainsi que j'ai jamais leur nom à eux. Je sais même pas s'il est dit dans le film d'ailleurs. Mais les deux, je sais même pas ce qu'ils sont. Je sais qu'il y en a un qui est joué par Don Omar, qui joue pas très bien, faut dire ce qui est. Mais je sais que voilà, c'est un duo de comic relief. Voilà, en fait, il y a deux duos de comic relief dedans. Vous avez Tej et Roman, comme dans le 2. Et vous avez du coup ces deux-là
Je peux même pas dire s'ils sont latinos en fait, parce que tu te demandes s'ils viennent pas des Caraïbes. C'est assez compliqué. Mais c'est des personnages sympathiques, mais ils sont un peu inutiles et c'est des personnages tertiaires, hein. Même leur intérêt dans le film est limité contrairement au reste. Par contre, le scénario, et là on va pouvoir avec ça enchaîner sur sur la réalisation, comme j'ai dit, ne se prend pas au sérieux, mais prends le cliché, tu sais, il y a le cliché, comme on dit, c'est les voitures, c'est un film de beauf et tout. Mon Dieu, mais celui-là, les vannes de cul, les vannes de beauf, les vannes graveleuses, principalement par Roman, euh, vous avez un hash-shot. Vous avez un hash-shot, vous avez un long plan sur le cul de Gal Gadot en maillot de bain et tout. Et là, tu vois ça, tu te dis, ça y est, là, les gars, ils sont partis en couille. Enfin, ils sont partis en couille. Ils ont assumé, en fait. Ils ont assumé leur délire. Et c'est intéressant à voir, au moins. Car quitte à partir comme ça dans le graveleux, fais-le à fond. Bon, bah, ils l'ont fait, hein, littéralement. C'est-à-dire que littéralement, en fait, tu vas avoir un plan sur le cul. Après, l'avantage, c'est que tout a un sens. Tu vas avoir un gros plan sur le cul de Gal Gadot, sur, on va dire où tu vas la suivre pendant un moment, mais ça a un objectif. Disons que c'est pas fait gratuitement en fait. Ça va apporter quelque chose au scénario, ça va apporter quelque chose à l'intrigue principale. Donc dans un sens, bah, c'est pas trop mal fait en fait. Tous les personnages ont de bons backgrounds. Une bonne partie on les connaît, hein. Une bonne partie on les connaît. Parce que comme je te dis, c'est un ancien personnage. Mais après, par exemple, Gisèle, dans le 4, elle est tertiaire, on la voit à peine. C'est un personnage insignifiant. Là, il revient, on lui donne un vrai background et un intérêt, en fait, tout simplement. Du coup, j'avais dit que j'enchaînais sur la réalisation à la base, mais bon, j'ai redrifté, comme d'habitude. La réalisation, je la trouve bien meilleure. Déjà, le dynamisme. Ouais, c'est un montage qui je trouve quand même plus dynamique, mais dans un sens, il est plus lisible. Les plans vont être un peu plus posés. En fait, la dynamique sera dans les plans et non dans le montage et non dans le cut. Plus que dans le 4 encore, qui lui déjà était beaucoup plus posé. Mais alors, il y a toujours un défaut. Les scènes d'action. Autant les scènes de baston, ça va. Les scènes de baston, honnêtement, les scènes au corps à corps, ça va, c'est bien fait. Mais alors, les scènes de fusillade, une scène de fusillade en particulier, que je ne spoilerai pas. Oh mon dieu! Mais c'est mieux que dans le 4 quand même, hein. Le 4 était beaucoup plus bancal, mais ça reste franchement pas fameux. C'est lisible. En fait, l'avantage, voilà. Là où le 4, des fois, était. Dans sa scène d'action, était illisible et. Il y a vraiment l'impression que tout le monde tire à côté. Là, c'est lisible. Tu comprends qui vise où. Mais tu peux pas t'empêcher de te dire que ça passerait à côté, en fait. C'est le rythme. Le rythme est. Je sais pas comment dire ça. Est pas cohérent. Il est lent. Et. Je sais pas qu'en fait. C'est un effet qui est très spécial sur cette scène. C'est un rythme qui est lent. On va avoir un moment, si vous voulez, où tout le son va se couper. On n'a plus de musique. Juste entre guillemets les baffes qui vont un peu sciller et tous les sons qui sont en sourdine en fait un peu, mais alors je sais pas, moi c'est le visuel en fait, tout est au ralenti, tout en fait tous les effets, les sons, tous les sons en fait, tout le côté sonore, audio va être en temps réel et l'image au ralenti. Et c'est un effet, je sais pas, ça fait très bizarre, ça fait distordu et j'ai pas accroché. Je vois, il y a une idée, au moins il a tenté quelque chose. Il y a une idée, mais ça passe pas trop, tant pis, ça arrive. Mais pour le reste, je veux dire, les courses-poursuites sont folles. Une grosse course-poursuite dans Rio, par exemple, est totalement incroyable et c'est la scène culte du film. Il me semble qu'elle est dans la bande-annonce, en tout cas, je vais me permettre de la balancer. La course-poursuite où ils trimballent un coffre-fort derrière eux. Je crois que la course-poursuite, je crois que la scène elle dure plus de 10 minutes, enfin au moins 10 minutes, mais plus de 10 minutes.
il fallait le faire. Fast and Furious l'a fait. Ça va être un peu un running gag hein, maintenant, il fallait le faire, Fast and Furious l'a fait. À partir de ce film-là, il y a la règle en fait du toujours plus gros. Là on commence, voilà, je l'ai déjà dit dans le 4, hein, il y a la règle du toujours plus gros. Là on avait fait un peu plus gros que le 3. Là on passe un cran au-dessus. Profitez-en parce qu'après les crans vont très vite monter. Mais c'est une scène qui est devenue culte et c'est mérité. C'est clairement mérité, c'est bien rythmé, bien monté. Les cadrages sont lisibles, sont précis et impressionnants. La vitesse est bien retranscrite, bref, une pépite. Voilà, et oui, je joue avec des objets dans mes mains parce que c'est comme ça. C'est la petite nouveauté de cette critique. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Ah, et non, pas encore, j'ai oublié un aspect intéressant, la musique. Je la trouve un peu... Je la trouve générique. C'est toujours Brian Taylor hein, depuis le 3. La musique est générique. Enfin, Brian Taylor fait des musiques génériques, mais la musique est générique et les choix de la playlist, entre guillemets, la playlist Fast and Furious, hein, qu'on a à chaque film, sont plus intéressants quand même que dans le 4 où... C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le 4, mais dans le 4 en gros c'était principalement du Pitbull. Là on a au moins une logique par rapport à l'univers. C'est du Don Omar principalement, et Don Omar joue dans le film, voilà, c'est un peu comme le 2, hein, Ludacris qui avait une partie de la playlist pour lui et il jouait Tej déjà. Donc c'est logique, mais certains choix de musique, personnellement, je me dis qu'elles n'ont rien à faire là. C'est pas les bonnes. On aurait pu trouver mieux, mais c'est comme ça. Après, de toute façon, c'est très rare quand même qu'une musique qui n'ait pas été écrite pour un film soit, on va dire, colle parfaitement à la scène. À part si vraiment on va dans Tarantino, mais bon, là, on est dans un autre niveau et dans un autre univers, hein, j'ai envie de dire limite. Voilà, là j'ai fini. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la critique de Fast and Furious 6, qui sera le dernier réalisé par Justin Lin avant un long moment. Et je vous dis bon courage tout le monde. N'oubliez pas, si vous voulez voir la suite, si vous êtes au courant, de vous abonner, de mettre la cloche, de mettre un j'aime si ça vous a plu, un j'aime pas si vous n'aimez pas. À ce moment-là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce qui ne va pas. Ou alors tout simplement d'aller en commentaire pour débattre, que ce soit de mes opinions ou juste du film en général, donner votre avis sur le film. Tout avis est le bienvenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon courage, ciao!